Bonjour à tous et bienvenue dans la première formation IFRB en ligne sur le sujet du BIM. Donc, je suis Mathieu Radicalius, je suis chargé de mission à la Fédération française du bâtiment et j'anime aujourd'hui un module numérique sur positionner son entreprise dans un processus BIM. Donc l'objectif de cette formation va être de comprendre le positionnement de l'entreprise dans un processus BIM, va être d'être capable de répondre à un appel d'offres dans le cadre d'un processus BIM, d'exploiter ce processus à des fins personnelles pour rentabiliser son entreprise et identifier les différents outils qui existent autour du sujet du BIM. Le programme de cette formation, dans un premier temps, c'est quoi le BIM? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche dans les grandes lignes? Ensuite, le contexte et les enjeux du sujet. L'intérêt du BIM pour les différents acteurs. On va parler de la maquette numérique, à proprement parler. On va parler du processus organisationnel lié au BIM. On va parler des outils numériques associés. De l'évolution des métiers liés au BIM. Ensuite, on pourra répondre à la question comment répondre à un appel d'offres. On pourra identifier les différents moyens d'exploiter la maquette numérique à des fins personnelles, sachant que là, on se situe hors processus BIM, mais c'est adjacent, donc il faut en parler aussi. Dans un premier temps, une petite image un petit peu rigolote pour parler du BIM, et notamment des conférences auxquelles on a accès aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez dans un salon, dans des conférences, notamment au BIM World par exemple, on vous parle du BIM, Ligue des Champions. On vous parle du top de ce qui se fait sur le sujet. Nous, en tant que fédération du bâtiment, on a affaire à des entreprises de toute taille, de tout corps d'État, qui travaillent sur tout type de marché. Et la moyenne de tout ça, c'est plutôt l'équipe qui joue en DH. Donc on n'est pas sur le même niveau d'information, si vous voulez. Donc il faut relativiser. Toutes les informations qui sont transmises dans ces conférences sont axées pour les meilleurs des meilleurs. Mais l'information qu'on va diffuser ici, elle est pour l'entreprise moyenne, l'entreprise de tous les jours. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise de tous les jours, elle n'a pas besoin de la même information que l'entreprise qui est au top du top. On ne va pas traiter les choses de la même manière. Alors, le BIM, c'est quoi? On va commencer aussi, surtout, en parlant de ce que n'est pas le BIM. Le BIM, ce n'est pas un logiciel. On utilise des logiciels et des outils numériques pour travailler dans un processus BIM, mais un logiciel à lui tout seul n'est pas le BIM en soi. C'est très important à comprendre. Le BIM n'est pas un plan en 3 dimensions. On utilise la visualisation 3D dans un processus BIM, mais pour faire du BIM, on utilise comme support une maquette numérique qui comporte une 3D dite intelligente, avec ce qu'on appelle un format objet, où les objets ont des caractéristiques techniques à l'intérieur. Ça aussi, c'est important à comprendre. Le BIM n'est pas une mode, dans le sens où ce n'est pas un processus éphémère, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc oui, c'est une mode, mais c'est une mode qui va devenir la norme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gain financier pour le client au bout. Et donc c'est le client qui décide d'utiliser ce processus parce qu'il y voit un intérêt. Donc si je résume, le BIM, la définition exacte, c'est un processus de gestion de projet basé sur l'utilisation d'une maquette numérique 3D intelligente. C'est une méthode de travail qui est demandée par la maîtrise d'ouvrage, qui est mise en œuvre par la maîtrise d'œuvre et qui est partagée par l'ensemble des acteurs du projet, avec différents niveaux d'utilisation en fonction des compétences de chacun. Tout le monde a sa place dans un projet BIM. Les objectifs pour le client peuvent être très variés. Il y a plusieurs possibilités et plusieurs raisons pour lesquelles un client aurait envie de faire du BIM. La raison première, c'est le gain financier à l'exploitation, mais il peut y en avoir d'autres. Il y en a 22 qui ont été référencés par Mediaconstruct.
Et l'objectif pour les acteurs de la construction est d'échanger de la donnée numérique pour mieux collaborer. Concrètement, le BIM est donc un processus, c'est une méthode de travail qui permet de mieux gérer un projet en réalisant virtuellement l'ouvrage avant de le construire. La maquette numérique issue du processus BIM est un clone virtuel qui va évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet. Quelques exemples de maquettes, histoire d'illustrer mes propos. Pour plus d'informations, vous avez un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle FFBIM. Donc c'est le site internet de la Fédération du bâtiment, dans lequel vous avez un chemin qui vous conduit de la sensibilisation jusqu'à la mise en œuvre du BIM dans vos entreprises. Et à chaque étape, vous avez un accompagnement sous forme de tutos vidéo, des exemples d'entreprises qui ont fait la démarche, des exemples d'applications d'outils qui vous permettent d'évoluer étape par étape jusqu'à être un utilisateur du BIM. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site internet. Deuxième partie, contexte et enjeu. Contexte et enjeu, on ne va pas passer très longtemps là-dessus. Il faut savoir qu'il existe un document, une étude statistique qui s'appelle « Valeur ajoutée du BIM pour la construction dans les grands marchés mondiaux, comment les maîtres d'œuvre à travers le monde innovent avec le BIM ». Donc ça, je vous invite à aller rechercher ces documents-là sur Internet. Sur le site du plan transition numérique du bâtiment, il existe des diapos que l'on peut télécharger qui concernent le contexte actuel sur le sujet du BIM. Donc, allez voir ces éléments. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la toute première marche de quelque chose qui se met en place. Donc on en est au tout début d'une nouvelle méthode de travail qui va faire évoluer les mentalités, mais on est dans les prémices de quelque chose qui se met en place. Il existe aussi sur le site AQC, donc qualitéconstruction.com, un retour d'expérience sur des constructions BIM. Et il existe un retour d'expérience au niveau de la FFB Pays de la Loire, où nous avons édité un guide qui est un outil d'aide à la décision pour répondre à un appel d'offres BIM. Et dans ce guide, on a un retour d'expérience sur 7 ou 8 chantiers qui se font en processus BIM aujourd'hui. Au niveau du cadre réglementaire et normatif, les choses évoluent, mais il n'y a rien en place aujourd'hui. En termes de marché privé ou de marché public, il n'y a pas de règles ou de normes qui définissent comment on met en œuvre un processus BIM dans un marché. Et au niveau du numérique, il existe une norme qui définit le format de fichier IFC, qui est le format d'échange qui va permettre de collaborer et d'échanger de la donnée numérique dans un projet BIM, mais pas au-delà. Il n'y a pas encore de normalisation au niveau de la propriété des objets et de la propriété des ouvrages. C'est en train de se faire. Et donc, on va voir aboutir des choses fin 2017, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, pour conclure sur le sujet du contexte et des enjeux, si le BIM était un jeu de société, nous aurions le plateau, c'est le bâtiment. Nous aurions les joueurs, c'est les acteurs de la construction, les entreprises, les bureaux d'études, les architectes, les concepteurs, tout ce que vous voulez. Nous aurions les pions, ce sont les outils de travail qui nous servent aujourd'hui à mettre en œuvre un bâtiment. Nous aurions les dés, ce sont les logiciels qui permettent de faire les calculs. Mais il nous manque un élément essentiel pour jouer et surtout pour gagner, ce sont les règles. Sans règles, il n'est pas possible de gagner à un jeu, parce que chacun fait sa propre règle. Donc aujourd'hui, sur le sujet du BIM, c'est le maître d'œuvre par rapport à la demande du client qui met en place sa propre règle, que tout le monde doit suivre. Il n'y a pas de règle uniformisée entre les projets. C'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a beau avoir déjà fait un projet d'une certaine manière, si on en fait un autre avec un autre maître d'œuvre, il ne va pas être du tout imaginé, organisé de la même manière. Et ça peut poser des problèmes. Donc c'est là-dessus qu'il faut se méfier. L'intérêt du BIM. Je
Je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui, un maître d'ouvrage, il a 22 raisons différentes de pouvoir utiliser le BIM dans sa construction. Il existe un guide qui aide les maîtres d'ouvrage à rédiger leur cahier des charges. Il est téléchargeable sur le site de MediaConstruct. Donc, allez le voir. L'intérêt principal pour un client, c'est l'intérêt financier. Mieux communiquer, visualiser et vendre son projet. Ça, c'est très intéressant, avant même qu'il soit construit. Mieux maîtriser le coût de la construction et les délais de construction. Et surtout, mieux maîtriser le coût de l'exploitation. Ce qui revient très très cher pour certains bâtiments. Donc, les avantages pour un maître d'ouvrage, c'est vraiment d'abord l'aspect économique qui rentre en jeu. Après, rentre évidemment l'aspect environnemental, parce qu'avec le processus BIM, on va pouvoir mieux maîtriser les variantes, les options, les intégrations paysagères, le côté social. Donc, ces aspects-là de la construction durable peuvent être intégrés, mais l'intérêt premier est d'abord un intérêt économique. Pour le concepteur, l'architecte ou le maître d'œuvre, l'équipe de conception, l'intérêt principal va être de mieux maîtriser le pilotage du projet, de mieux communiquer, de mieux collaborer, de mieux échanger, de mieux coordonner l'ensemble de son projet, au niveau des coûts et au niveau de la planification, et de l'échange d'informations entre les différents acteurs. Donc, ce processus BIM, aujourd'hui, est très intéressant parce qu'il comble un vide organisationnel dans la gestion d'un projet. Aujourd'hui, on a des projets qui partent un peu dans tous les sens, parce qu'ils sont très complexes techniquement. Il y a de plus en plus de normes, de réglementations qui complexifient la manière de construire. Avec un processus BIM, on est obligé d'organiser le pilotage du projet. Pour les entreprises, il y a plusieurs choses. Il faut être capable de s'adapter à l'évolution du marché. Le BIM va venir de la demande du client. Il faut que les entreprises s'adaptent à cette demande. De toute façon, on n'aura pas le choix à ce niveau-là. Ça va permettre de développer une valeur ajoutée. Plutôt d'être que dans l'exécution, on va pouvoir développer une valeur ajoutée annexe, soit en conception, en option, en variante, en méthodologie, en planification, réduction des coûts, des délais. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. L'objectif et l'intérêt va être d'améliorer la rentabilité de l'entreprise par l'organisation. Comme un processus BIM oblige d'avoir une organisation particulière, on le sait, une bonne préparation de chantier est un chantier maîtrisé. L'organisation liée au BIM permet de mieux préparer son chantier et donc de faire des bénéfices au niveau d'exécution. Améliorer la collaboration et l'échange d'informations entre les différents acteurs. L'autre intérêt, c'est aussi la montée en compétence des salariés, notamment par rapport à la transition numérique et à l'évolution dans les outils numériques. Tout ça pour dire que sur un projet, qualité, délai, sécurité, rentabilité sont des intérêts potentiels pour les entreprises. Je dis potentiels parce qu'aujourd'hui, dans les projets que je suis et que j'accompagne, ces bénéfices, on a du mal à les évaluer. Donc, on sait que ce sera mieux, mais dans l'utilisation actuelle d'un processus BIM, on n'a pas encore ce bénéfice, on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas le montrer. Et on sait que ce sera le cas dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Il faut bien distinguer pour les entreprises 2 aspects différents. Vous avez l'aspect contractuel, qui est contraignant et qui demande à l'entreprise de respecter la convention qui aura été produite par la maîtrise d'œuvre pour l'organisation du processus BIM. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est contraignant. Souvent, c'est contractuel, et donc il faut être capable de le respecter. Vous avez un deuxième aspect, qui est un aspect stratégique, et qui est comment j'utilise des outils numériques en ma possession, la maquette numérique qui est disponible dans le projet, pour améliorer la rentabilité de mon intervention et avoir une valeur ajoutée. Ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. Le BIM contractuel, souvent, c'est uniquement de l'échange de données numériques. On ne vous demande pas, dans un processus BIM, de faire des métraits numériques
On ne vous demande pas de faire un devis numérique. On ne vous demande pas de faire une méthode, un plan de calpinage ou un plan d'étaiement avec des outils numériques. Mais vous avez la possibilité de le faire dans l'aspect stratégique, si ça comporte un avantage. Aujourd'hui, faire du métré automatique, si vous allez moins vite et vous êtes moins sûr de la qualité du métré qui est fait, ça ne sert à rien de le faire en numérique, autant le faire à la main. Et si vous avez les compétences humaines et technologiques pour le faire sur informatique et que ça va 3 fois plus vite, vous avez tout intérêt à passer au numérique et à utiliser la maquette à votre disposition pour faire ce métré. C'est un choix. Personne n'est obligé de le faire. Donc il faut bien distinguer ces deux aspects qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, dans les conférences et dans les informations qu'on transmet au niveau du BIM, on mélange l'utilisation du BIM à des fins personnelles avec le processus BIM en lui-même. Il y a l'aspect contraignant avec un cahier des charges et une convention BIM qu'il faut respecter, et il y a l'utilisation des outils numériques qui permet d'exploiter cette maquette numérique. C'est pour ça que dans le programme de formation, vous avez un aspect qui comporte l'exploitation de la maquette hors processus BIM, parce que ce n'est pas demandé dans la convention, mais ça peut être utilisé à des fins personnelles pour l'entreprise. Comme je le disais, le gain réel n'est pas évident. Potentiellement, les dossiers d'appel d'offres seront mieux détaillés, plus complets, avec le risque d'être limité au niveau des options ou des variantes. Cela engendrera plus d'équité dans les réponses et notamment au niveau des prix. Ça, c'est de la théorie. Un mauvais projet copier-coller avec un descriptif copier-coller d'un autre projet qui n'a rien à voir, que ce soit en papier ou en BIM, ce sera un mauvais projet. Ça ne changera pas. Le BIM ne résout pas les erreurs. Un projet qui est mal conçu, qu'il soit sur papier ou qu'il soit en maquette numérique, ça ne change rien. C'est important de bien comprendre ça aussi. Concernant l'aspect stratégique, une entreprise pourra, en fonction de ses besoins, utiliser des outils informatiques pour exploiter les données liées à la maquette numérique, pour faire éventuellement du métré, du chiffrage, de la planification, mieux gérer ses commandes, ses livraisons sur les chantiers, mieux gérer ses stocks. Plus d'informations, sur le site FFBIM, vous avez une vidéo qui vous explique un petit peu les avantages techniques de l'exploitation d'une maquette. Donc, je vous invite à aller voir. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'accompagne plusieurs projets afin de mesurer l'impact du BIM sur les entreprises. À ce jour, les expérimentations sont compliquées et n'apportent pas les gains attendus, parce qu'on en est vraiment au tout début et on essuie les pertes. Le retour sur investissement, on en parle un tout petit peu. Le retour sur investissement est très compliqué sur le terrain, car l'investissement ne correspond pas aux besoins réels par manque de connaissances. Donc le calcul est faussé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une information qui est biaisée au niveau des conférences, où on dit le BIM, c'est des logiciels, c'est une maquette numérique, il faut acheter des outils qui vont avec. Bilan des courses, on achète un outil, on regarde ce qu'il est capable de faire, et puis on essaye de le rentabiliser. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut identifier ses besoins et choisir l'outil adapté qui correspond à ses besoins. Je suis à votre disposition en tant que chargé de mission FFB pour accompagner toutes les entreprises adhérentes à la Fédération française du bâtiment Pays de la Loire sur le choix de ces outils numériques concernant un processus BIM. J'ai un questionnaire, je peux vous faire un audit numérique, je peux vous faire un audit organisationnel et on définit ensemble quels sont vos besoins et on regarde après quels outils vont être adaptés à vos besoins. Conclusion, il ne faut pas se leurrer, on vous parle de qualité, de sécurité, de délai, d'environnement. L'intérêt premier du BIM, et c'est pour ça que ça marche très fort et qu'on en entend beaucoup parler, c'est d'abord un intérêt financier et économique. On a parlé un petit peu du BIM dans son ensemble, maintenant on va rentrer dans le détail et on va parler précisément de la maquette numérique. Bon, voilà un exemple de présentation qu'on pourra avoir dans une maquette. La maquette numérique n'est pas le BIM. Et le BIM n'est pas une maquette numérique.
Une maquette numérique est la représentation géométrique en 3D intelligente réalisée sur ordinateur en vue d'analyser, de contrôler et de simuler le comportement de l'ouvrage avant, pendant et après travaux. La maquette est l'élément support essentiel sur lequel s'appuie le processus BIM. La maquette est un outil dans une méthode de travail. Dans cette maquette, on a toutes les informations qu'on avait avant pour un projet, mais qui étaient séparées. On retrouve les plans, des vues, des coupes, des façades, on retrouve le descriptif, on retrouve tous les éléments administratifs, contractuels et documents de chantier qu'on pouvait avoir dans n'importe quel appel d'offres, sauf que là, tout est formalisé sous forme de maquette numérique intelligente. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que cette maquette va évoluer au fur et à mesure du projet. Et on aura toujours les bonnes informations en temps réel. Si, et seulement si, la maquette est correctement renseignée par l'ensemble des acteurs. Et c'est là où on va voir qui la renseigne, comment ça se passe, parce que selon les différents types de projets, tout le monde n'intervient pas de la même manière et avec le même niveau d'utilisation dans un processus. Je vous passe les détails. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Il existe des différents niveaux de développement de maquettes avec différents niveaux de détail en fonction des différentes phases des projets. Donc il faut le prendre en compte. La notion d'objet concernant ce qu'on appelle la maquette intelligente, c'est la représentation digitale d'un produit ou d'un matériau. C'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude de la CAO, on peut dire que l'objet BIM est l'équivalent d'un bloc. Mais avec un bloc qui a beaucoup de données techniques et de caractéristiques intégrées. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on clique sur un objet, on a toutes ces informations, donc ça c'est assez intéressant. Plus d'informations, il existe des bibliothèques d'objets que vous pouvez télécharger directement sur Internet, donc BIM & Co, DATBIM, Polantis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme la norme qui définit les caractéristiques qui doivent être intégrées aux objets n'est pas terminée, les industriels n'ont pas encore une bibliothèque fournie. Ou alors ils ont des éléments, mais on n'a que la 3D géométrique. On n'a pas les caractéristiques techniques. Donc c'est dommage. Et en plus, il y a la problématique des appels d'offres publics, où là, on doit avoir des bibliothèques génériques d'objets, qui complexifient un petit peu cette histoire d'objets. Donc ça, ce sera réglé fin 2017, début 2018. On devrait avoir quelque chose de bien fourni, mais en attendant, on trouve assez peu d'informations sur ces bibliothèques. Au niveau des formats de fichiers, pour faire simple, on va imaginer qu'il y a deux types de formats de fichiers. On a des formats propriétaires d'un côté et des formats libres de l'autre. Les formats propriétaires sont les formats avec lesquels on va travailler, avec lesquels on va faire les choses. Et les formats libres, c'est les formats avec lesquels on va échanger l'information. Le format libre qu'en France, on veut développer, c'est le format dit IFC. C'est un format de fichier qui permet de s'échanger de l'information sans perdre trop d'éléments entre différents logiciels. Donc j'ai un logiciel A, je travaille dessus avec mon format A, je l'exporte en format IFC, je l'envoie à une autre personne qui l'ouvre avec un logiciel B et qui travaille dessus avec son format B. Il le réexporte en format IFC à la personne A qui lui retrouve les informations et ainsi de suite. Ça ne marche pas aussi facilement que ça en vrai, mais dans la théorie, c'est un peu ça l'idée. Pour conclure sur la maquette numérique est au processus BIM ce que le squelette est au corps humain. C'est l'ossature, c'est essentiel. C'est la maquette numérique qui sert de point central pour l'ensemble de la méthode de travail pour un projet BIM. On passe au processus organisationnel.
c'est pour moi le point le plus important pour bien comprendre le sujet du BIM pour une entreprise, c'est de comprendre comment cette méthode de travail est organisée et savoir où se positionner dans cette méthode de travail. Le client veut du BIM, il fait un cahier des charges. Le maître d'œuvre transforme ce cahier des charges en convention technique. Cette convention va décrire les limites de prestation de chacun. Et au moment de l'appel d'offres, les acteurs vont pouvoir répondre et se positionner par rapport à cette convention. Il n'y a pas de convention type. Ce serait trop facile. Alors il y en a une en cours de rédaction, mais elle sera disponible sûrement qu'à la fin de l'année. Donc pour l'instant, on a des guides d'aide de rédaction de conventions BIM qui sont téléchargeables encore une fois sur le site de MediaConstruct. Mais dans les études que j'ai pu mener au niveau Pays de la Loire, on a déterminé 3 types de conventions. La convention light, la convention idéale et la convention futuriste. On va les détailler un tout petit peu ensemble. Un projet de construction se passe toujours avec un maître d'ouvrage qui définit un cahier des charges, un maître d'œuvre qui rédige les pièces du marché, un appel d'offres avec des plans descriptifs, pièces administratives et autres, des entreprises qui répondent à ces appels d'offres, un maître d'œuvre qui coordonne la synthèse, une fois que les entreprises sont sélectionnées, qu'elles ont fait leur préparation de chantier, on a une synthèse de la maîtrise d'œuvre, des plans d'exécution, on réalise les travaux, on prend en compte les évolutions en cours de chantier et on fournit un DOE au client qui l'utilise ensuite pour l'exploitation de son bâtiment. Ça, c'est le projet classique, pas BIM du tout. Dans un processus BIM, le phasage va s'échelonner de la même manière, sauf qu'au lieu de l'appel d'offres, on va avoir une maquette DCE. Au moment de la fin de la synthèse, on va avoir une maquette exécution, et au moment de la fin du chantier, de la réception, on va avoir une maquette DOE. Qui fait quoi? Dans le processus type A, le processus light, c'est un processus qu'on rencontre assez souvent et qui est lié souvent à un manque de connaissances et un manque de compétences des acteurs, de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le BIM, un peu comme la plupart d'entre nous, hein, et qui font les choses un peu à tâtons. On a le maître d'ouvrage qui définit un cahier des charges plus ou moins bien fait. Il dit « moi je veux du BIM, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, je veux du BIM ». L'équipe de maîtrise d'œuvre rédige une convention plus ou moins bien faite, mais qui ne détermine pas vraiment les limites de prestation de chacun. Ce qui se passe en général, c'est qu'on a une maquette ici qui est à peu près potable avec les bureaux d'études pour un appel d'offres, mais qui est souvent, après sélection des entreprises, très mal renseignée parce que personne n'avait identifié le niveau d'utilisation sur lequel il devait intervenir. Et on se retrouve avec une synthèse qui est pratiquement impossible à faire parce que rien ne fonctionne. Et donc ce qui se passe en général à ce moment-là, soit la convention était contractuelle, on prend un ingénieur et on lui fait faire la maquette tout seul en parallèle du projet, aux frais, au compte prorata, hein, aux frais des entreprises, soit la convention n'est pas contractuelle, et dans ces cas-là on abandonne le BIM, on fait tout, et puis à la fin on remet un DOE en CD, et puis on dit que c'est un DOE numérique. Deuxième type de processus qu'on rencontre sur le terrain, qui est très rare, celui-là, c'est un processus dit idéal, c'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage qui sait pourquoi il veut faire du BIM, qui a des objectifs précis. On a une équipe de maîtrise d'œuvre qui sait adapter sa convention par rapport aux besoins du maître d'ouvrage et qui définit des limites de prestation et qui définit des lots avec des référents BIM pour, en général, 3 macro-lots. Un macro-lot structure, un macro-lot fluide et un macro-lot second œuvre finition. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une maquette qui est plutôt bien fournie à l'appel d'offres, en plus des pièces de marché classiques, ça c'est pas un problème. Les entreprises qui répondent peuvent répondre soit en tant que correspondants,
C'est-à-dire qu'elles n'auront pas à toucher à la maquette, mais elles auront juste à donner les informations techniques qu'elles mettront sur le chantier. Soit elles répondront en tant que référents, et là elles recevront les données techniques des autres lots, et elles les intégreront dans la maquette pour leur macro-lot. Ce qui nous fait qu'on a deux niveaux d'utilisation des entreprises. On a les référents et on a les correspondants. Les correspondants transmettent l'information aux référents qui, eux, modifient la maquette et l'envoient à l'équipe de maîtrise d'œuvre. On se retrouve avec une préparation de chantier et une synthèse avec 3 maquettes. Une maquette structure, une maquette fluide, une maquette second œuvre finition. Une synthèse qui est faite tout ça par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et de ces maquettes d'exécution, on va pouvoir extraire des plans et toutes les données nécessaires pour réaliser les travaux, avec une coordination et une évolution de la maquette si nécessaire au niveau de l'avancement, toujours en lien avec les référents. Et on va pouvoir fournir une maquette DOE conforme à ce qu'a demandé le client. Processus type C, c'est le processus futuriste, on va dire. C'est un processus qui, à mon sens, est trop complexe par rapport à la compétence des acteurs. C'est-à-dire que on a une maquette numérique hébergée sur un serveur commun et l'ensemble des acteurs va aller intégrer de la donnée dans cette maquette. On a donc un client qui détermine un cahier des charges, on a un maître d'œuvre qui réalise une maquette DCE, et à partir de là, cette maquette est posée sur un serveur, et l'ensemble des acteurs de la construction vont alimenter cette maquette au fur et à mesure. Je ne vous cache pas que ça nécessite un niveau de compétence assez professionnel, chose qu'aujourd'hui on rencontre assez peu dans notre région. Donc voilà un petit peu les 3 types de processus qu'on peut rencontrer. Donc, dans l'idéal, avant de répondre à un appel d'offres, l'idée c'est d'identifier est-ce qu'on est plutôt sur un profil A, un profil B ou un profil C. Est-ce que j'ai les compétences pour intervenir? Et si oui, j'y vais. Et sinon, est-ce que je peux, pour répondre, obtenir ces compétences en un minimum de temps par le biais de la formation, d'un recrutement ou d'un achat de matériel. Différents niveaux de collaboration, vous avez sûrement vu ça dans des revues telles que le Moniteur par exemple. C'est pour identifier à partir de quand on bascule dans ce qu'on appelle le travail collaboratif. Ce sont différents niveaux qui peuvent apparaître dans des appels d'offres. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, je ne vais pas le développer ici. Conclusion. Un peu comme sur la photo, l'organisation est primordiale pour la réussite d'un projet BIM. Peu importe l'outil, seule la méthode est importante. Les outils maintenant. On a parlé de l'organisation, même si je dis que les outils ne sont pas importants, une fois qu'on a bien identifié ses besoins, qu'on sait dans quel type d'organisation on est, il faut bien des outils adaptés. Donc les outils, aujourd'hui, on peut référencer les outils en 3 catégories. Ce qu'on appelle des logiciels souches, des logiciels métiers ou des visionneuses. Les logiciels souches vont être des logiciels de conception, qui vont être plutôt utilisés par les bureaux d'études, des concepteurs, des architectes. Voilà. On en a 3 essentiels, qui sont Revit, Allplan et Archicad. Les logiciels métiers qui vont être les logiciels que vous utilisez sûrement déjà, des logiciels de planification, des logiciels de devis, de maîtrise, de calpinage, voilà, des outils numériques métier bâtiment. Et les visionneuses qui sont des outils gratuits qu'on peut télécharger sur Internet, il y en a plein, et qui sont très intéressants parce qu'on peut déjà faire plein de choses avec ces outils-là. Donc selon le niveau d'investissement qu'on a dans un processus BIM, on n'est pas obligé d'avoir de logiciels souches. Cela coûte évidemment beaucoup plus cher que les autres. Mais ce n'est pas une obligation de les avoir. On peut très bien s'en sortir avec une visionneuse et des outils métiers. Plus d'informations sur le site bâtiment numérique outils-bim.fr où vous pouvez cocher les cases en fonction de votre typologie d'entreprise et ça vous sortira la liste des outils numériques les plus utilisés par votre typologie. Ça peut être intéressant d'aller voir. Cet aspect outil numérique sera traité dans un 2e volume qui est une formation présentielle cette fois-ci où
Le formateur va faire de la manipulation de visionneuses. On va tester 4-5 visionneuses et on va manipuler cet outil pour savoir un peu comment on peut utiliser ces visionneuses dans le cas d'un processus BIM. Et ensuite, il y aura des démonstrations d'outils métiers, notamment pour le métrait et les devis, et des démonstrations de logiciels souches, Revit, Allplan, Archicad, pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. L'objectif de ce module 2 de formation, c'est que ce soit l'opérateur, celui qui manipule les outils numériques de l'entreprise, qui fait cette formation, et à la fin de la journée, il faut qu'il soit capable de dire « c'est cet outil-là que j'ai besoin ». Pour les outils numériques, il est très important de prendre le temps de bien choisir les outils adaptés à ses besoins et de surtout pas se précipiter sur l'achat d'un outil qui ne vous servira qu'une fois. Surtout vu le prix, entre l'achat de la licence, la formation associée, les renouvellements de licence, ça peut monter assez vite, plus le matériel qui va avec, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Les différents métiers du BIM. Un peu comme l'éco-construction, il n'y a pas de métier éco. C'est d'abord des métiers construction, dans lequel on rajoute une spécialité écolo. Le BIM, c'est la même chose. Il faut d'abord être compétent dans son propre métier et avoir une spécialité BIM à côté. Mais c'est pas du jour au lendemain où on devient BIM spécialiste. BIM spécialiste, ça n'existe pas. C'est comme une fenêtre RT 2012. Une fenêtre RT 2012, ça n'existe pas. C'est une fenêtre qui est mise en œuvre dans un projet qui est réglementaire au sens de la réglementation thermique. Mais une fenêtre, si elle est mise dans un bâtiment qui n'est pas RT 2012, la fenêtre en elle-même ne peut pas être RT 2012. Le BIM, c'est la même chose. On ne peut se vanter de faire du BIM que si on participe à un processus BIM. On ne fait pas du BIM parce qu'on utilise un logiciel qui fait un peu de 3D. La différence est très importante. Je vais vous passer plusieurs diapos. L'intérêt là-dedans, c'est vraiment de montrer que les compétences nécessaires pour l'appropriation du BIM dans un projet, c'est d'abord sa compétence métier, ensuite la compétence organisationnelle, et ensuite la compétence numérique. En conclusion, pour l'évolution du métier, le BIM est une compétence annexe associée à un métier de base. La difficulté n'est pas le BIM en soi, mais l'utilisation des outils numériques associés. L'évolution des métiers n'est cependant pas négligeable, parce que ça nécessite une vraie technicité et une vraie organisation. Il faut deux compétences pour faire du BIM, la compétence technico-informatique et la compétence organisationnelle. Comment répondre à un appel d'offres BIM? Maintenant que vous avez le minimum d'informations pour bien comprendre le processus, les outils, la maquette et sur le sujet du BIM, comment je réponds à un appel d'offres? Il faut les deux compétences citées précédemment avec l'évolution des métiers. Il faut la compétence technico-informatique et la compétence organisationnelle. Et il faut aussi ne pas mélanger l'aspect contractuel et l'aspect stratégique que j'ai identifié plus tôt. Il faut déterminer son niveau d'utilisation. Où je me situe en tant qu'entreprise sur le sujet du BIM. Niveau 0, je ne veux pas répondre à un appel d'offres BIM. Niveau 1, je suis capable d'utiliser une visionneuse pour voir un projet, mais sinon après je réponds comme d'habitude. Niveau 2, je suis capable d'utiliser des outils numériques pour exploiter la maquette, mais uniquement dans mon propre intérêt. Et je ne suis pas capable de collaborer et d'échanger de l'information avec les autres. Niveau 3, je suis capable d'importer une maquette, de la modifier et de la renvoyer. Niveau 4, je suis capable d'être au niveau 3, mais en plus de ça, je suis capable de récolter les données d'autres lots, de les intégrer en plus dans ma maquette et de les renvoyer. Niveau 5, j'ai toutes les compétences pour être BIM manager, les compétences organisationnelles, les compétences de gestion de projet pour un projet BIM. Ce qui se passe donc, c'est qu'on va agir en plusieurs points. Premier point, j'évalue le niveau qui est demandé par la convention. Qu'est-ce qui est demandé contractuellement dans la convention? Que le niveau contractuel, pas le niveau stratégique.
Deuxième point, j'évalue mon niveau personnel. Donc pour ça, soit j'ai réalisé un diagnostic organisationnel et numérique, soit je suis capable d'identifier où est-ce que j'en suis aujourd'hui. En troisième point, j'évalue le risque. Quelle est la distance qui sépare le point 2 du point 1? Est-ce que j'ai toutes les compétences pour répondre à la demande contractuelle du marché? Est-ce qu'il m'en manque qu'un tout petit peu ou est-ce qu'il m'en manque beaucoup? S'il m'en manque un tout petit peu, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Le risque d'échec contractuel peut être très important, avec des pénalités de retard importantes à la clé. Le risque d'échec stratégique n'est pas important. Si on n'est pas capable d'utiliser les outils numériques pour son intérêt personnel, à un moment donné, on voit qu'on perd trop de temps, on s'arrête et puis on fait comme d'habitude. Mais par contre, répondre à la convention, c'est un point essentiel si cette convention est contractuelle. Mettre en place un plan d'action, formation, recrutement, prestations externes, procédures internes. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre les performances demandées, sachant qu'il existe la solution sous-traitance. Les maçons utilisent bien des bureaux d'études structure pour sous-traiter les études de leurs projets. Les fluides utilisent bien des bureaux d'études fluides pour sous-traiter une partie des études de leurs projets. Pourquoi une entreprise ne pourrait pas sous-traiter la prestation BIM pour traiter cette partie-là dans son projet? Ça se fait. Il existe des prestataires. Si vous voulez des noms, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous envoyer la liste des BIM managers. Elles sont dans le guide outils d'aide à la décision pour répondre à un appel d'offres BIM. À la fin, en bibliographie, vous avez une liste de gens compétents sur le sujet du BIM. Conclusion, pour répondre à l'appel d'offres, prenez le temps de bien lire les pièces du marché avant de vous lancer. Il faut vraiment lire les annexes liées au BIM parce que c'est un point essentiel si on ne veut pas échouer sur le sujet de la convention contractuelle. L'exploitation de la maquette. Alors ça, c'est un point important parce que là, on a répondu au sujet du BIM au sens méthode de travail et là, on va pouvoir traiter l'ensemble de l'exploitation de la maquette numérique. Donc pour chaque phase d'un projet, je vais vous lister quelques exploitations possibles avec un curseur fiction-réalité. En tant qu'entreprise, il est possible d'utiliser la maquette disponible pour améliorer sa prestation. Nous sommes ici sur des applications du BIM hors processus contractuel. Il y a autant d'applications possibles que d'outils numériques disponibles. Par exemple, au niveau du chiffrage, pour comprendre un projet BIM, une visionneuse, c'est gratuit, ça fonctionne à 100%. On a l'exemple ici d'un bâtiment avec une forte pente. Si on n'avait que des plans, des coupes et des vues de façade, ce serait plus compliqué, alors que là on a la 3D, on se balade, on a les plans associés à côté, on a des coupes associées à côté. Ça permet de beaucoup mieux comprendre le projet et donc d'être plus précis dans son chiffrage. La cotation, pareil, on a des éléments de cotation sur les logiciels de visionneuse. Ça nous permet de voir rapidement les dimensions du bâtiment. Le métrait automatique ne fonctionne pas à 100% parce qu'il faut importer la maquette et il faut que celle-ci soit correctement renseignée. Et là déjà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore au point, mais qui, pour quelqu'un qui maîtrise l'informatique, peut être très intéressant dans la rapidité de chiffrage. On peut éventuellement utiliser des outils métiers qui permettent de traiter des méthodes, de permettre de traiter des simulations de planification, des simulations de travaux, des simulations en termes de réglementation thermique, sismique ou autre. On a des outils qui sont capables de faire des devis complets, mais ça devient très compliqué parce qu'il faut que la maquette soit vraiment très bien renseignée, très bien mise en œuvre, très bien réalisée. Et ça, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup. On peut faire éventuellement de la veille réglementaire et normative, mais à ce stade du chiffrage, on n'a pas assez de données, sauf éventuellement pour l'accessibilité handicapée, où là, on a uniquement besoin de données en termes géométriques, et encore, pour tout ce qui est couleur, éclairage et tout ça, on n'a pas toutes les infos qu'il faut, mais c'est quelque chose qui viendra assez vite dans le temps. Au niveau préparation, là, la maquette a évolué, on commence à intégrer des données beaucoup plus précises à l'intérieur, et donc tout ce qui est planification méthode, on considère que ça fonctionne à peu près à 60%.
Études, plan d'exécution, à 90% ça fonctionne. On est capable de faire des études structure, des études fluides et sortir des plans d'exécution à travers une maquette, en exploitant une maquette numérique. Veille réglementaire et normative, ça augmente un peu parce qu'on a plus d'éléments, mais ça reste très faible à 30%. Par contre, pour tout ce qui est synthèse et industrialisation de certains ouvrages, ça fonctionne très très bien. On peut récupérer une maquette, modifier des données, l'envoyer dans notre outil de travail qui va pouvoir préfabriquer. Je pense notamment au mur ossature bois par exemple. Hein, et on peut gagner pas mal de temps et de qualité grâce à ce procédé. Plus d'informations, toujours sur le site FFBIM, vous avez des liens vers des vidéos qui vous permettent d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce lien entre l'importation de données d'une maquette et une étude de structure par exemple. Phase d'exécution, si on a du personnel compétent avec des tablettes spécifiques et notamment une connexion internet mobile, on peut utiliser la maquette dans beaucoup d'applications. Je n'ai pas tout cité, mais quelques-unes. Dans l'implantation des ouvrages, on peut utiliser la réalité augmentée pour visualiser les ouvrages avant même de les implanter. Pour valider les supports, pour faire du calpinage, de l'étaiement, de la rotation de banche, on a des outils spécifiques qui peuvent permettre de faire ça automatiquement. Pour l'exécution des travaux, avec de la robotique, de l'impression 3D, des robots qui permettent pour la peinture notamment, des exosquelettes, de la réalité augmentée encore une fois. Alors ça on n'est qu'à 50%, il y a un gros développement en ce moment sur ces sujets-là. Le suivi en temps réel, avec une planification en temps réel, plutôt que d'avoir des réunions de chantier avec un énorme planning Gantt, au bout d'un mois, 2 mois, on ne voit plus rien sur le planning tellement tout le monde a écrit des trucs. Ça a été modifié et décalé. Alors on a une planification visuelle dynamique en 3 dimensions avec des codes couleurs qui permettent de voir exactement qui intervient où, à quel moment et comment s'enchaînent les tâches. Ça, d'un point de vue méthode de travail, c'est vraiment très utile. Et aussi en tant qu'autocontrôle, donc c'est un peu la même chose que pour la validation des supports, on est capable avec des scans ou avec la réalité virtuelle de venir autocontrôler le travail qui a été fait par ces gars. Beaucoup d'applications possibles, mais qui restent aujourd'hui encore très théoriques et très chères en termes d'investissement. Mais imaginez ce que ça peut devenir dans 2 ou dans 5 ans, quand on voit qu'il y a 5 ans, les téléphones portables étaient à peine capables de se connecter à Internet. Donc, quand on voit l'évolution du téléphone portable aujourd'hui, on peut imaginer que dans 2 à 5 ans, tous ces outils-là soient vraiment opérationnels sur le terrain. En phase d'exploitation, de réception parfait achèvement, on peut utiliser la maquette pour sa gestion financière et son retour d'expérience terrain, et envoyer sa facturation et établir le prix de revient du chantier. Et aussi pour les DOE, c'est souvent ce que demandent les maîtres d'ouvrage, c'est d'avoir un DOE sous forme de maquette numérique qui va leur permettre, eux, de mieux maîtriser l'exploitation. Concernant l'entretien, la maintenance et l'exploitation du bâtiment, encore une fois, tout un tas d'applications possibles qui vont de la sécurité avec la gestion des caméras à l'automatisme, la GTB, la réalité augmentée pour visualiser le passage des réseaux, la gestion des consommations et l'identification de toutes les problématiques possibles liées à la rénovation. Donc il y a énormément de choses là-dessus. La région Pays de la Loire travaille beaucoup en ce moment sur la carte vitale du logement, donc avec un schéma d'utilisation qui vient directement du numérique et de la maquette. Et encore une fois, sur le site FFBIM, vous avez un document vidéo qui vous explique comment on peut exploiter une maquette numérique pour l'utilisation de son bâtiment. Pour conclure sur l'exploitation de la maquette, les applications ne seront limitées que par notre imagination. On voit ici une réalité augmentée avec un téléphone portable où, en visualisant un immeuble dans Paris, on peut avoir les logements qui sont à vendre, le coût au mètre carré, les travaux qui restent à faire, l'adresse, la surface, le nombre de pièces et tout un tas d'éléments, parce que ça a été rentré dans la maquette et donc avec la carte vitale du logement, ces données peuvent être intégrées dans un outil de réalité augmentée qui peuvent
nous permettent de voir l'application. Enfin, les applications sont illimitées et il va y en avoir de plus en plus. Pour finir, quelques points essentiels à rappeler. Donc là, j'ai fait une synthèse très rapide de ce qu'est le BIM. Et ce programme-là correspond à une journée de formation complète, dans lequel on peut travailler sur des exemples de cahiers des charges, sur des exemples d'appels d'offres pour les 3 types de processus, A, B et C, où on va travailler sur des documents concrets et des chantiers concrets déjà réalisés en BIM. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, 1. Le BIM ne résout pas les erreurs. Un mauvais projet restera un mauvais projet même en BIM. Ça ne sauvera rien. 2. Les principaux bénéficiaires de cette évolution sont les entreprises et leurs collaborateurs. Un chantier mieux conçu, mieux préparé, bénéficiera aux entreprises en priorité. Ça, il ne faut pas trop le dire, mais toutes les études montrent que ce seront les entreprises qui gagneront le plus. C'est intéressant d'y réfléchir. L'évolution principale concerne les outils numériques qui permettront d'exploiter la maquette. La révolution dans le BIM, ce n'est pas le processus en lui-même. Le processus, c'est l'échange d'informations. On aurait pu déjà le faire sans le BIM. Il y a des projets où on fait ce qu'on appelle du BIM manuel. On s'échange de l'information, mais pas de la donnée numérique. Cette méthode-là, ce n'est pas le plus compliqué à intégrer. Ce qui est compliqué à intégrer, c'est de séparer l'aspect contraignant de l'aspect stratégique. Et dans l'aspect stratégique, d'imaginer qu'on a énormément d'outils numériques capables d'exploiter la maquette et qu'il ne faut utiliser que ceux dont on a besoin. La maîtrise de l'organisation est primordiale. Sans maîtrise de l'organisation, vous ne pourrez pas être compétent dans un projet BIM. Je vous remercie de votre attention. C'était la première formation gratuite de l'IFRB sur le sujet du BIM en tuto vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre organisme de formation IFRB. Vous avez les correspondants locaux qui s'affichent sur l'écran. Je vous dis à bientôt pour une prochaine formation vidéo sur notre chaîne YouTube FFB PDL. À bientôt, au revoir.